I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. C'est à cela que ressemble le nouvel antisémitisme. Il s'est étendu des campus occidentaux vers la cour de la Haye. Quelle honte! Citoyens israéliens, je vous promets une chose, cette tentative de nous lier les mains est vouée à l'échec. Il sera difficile pour les alliés des parties au conflit de continuer à les soutenir de manière inconditionnelle en sachant qu'ils font l'objet d'accusations extrêmement sérieuses devant la Cour pénale internationale. Cette demande du procureur général de la Cour pénale internationale est insupportable. Et donc, quand on regarde les éléments de ces crimes, notamment celui de persécution, on voit qu'on n'est pas loin, dans une certaine manière, de l'intention génocidaire que certains reprochent à certains dirigeants israéliens. Les mots ont un sens. Et accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide arménien, il y a eu un génocide juif, il y a eu des génocides au XXe siècle. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza, j'y peux rien. Donc, ça reste faux. Bonjour, je m'appelle Yohann Soufi, je suis avocat spécialisé en droit international pénal et chercheur en matière de justice pénale internationale. Hier, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé avoir demandé à la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Gallant, et à l'encontre de 3 dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, le chef de la branche militaire du Hamas à Gaza, Daïf, qui est le chef des brigades Al-Qassam, et Haniyeh, qui est le chef de la branche politique qui se trouve aujourd'hui au Qatar. La Cour pénale internationale, c'est une cour qu'il ne faut pas confondre avec la Cour internationale de justice, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. La Cour pénale internationale a été créée par un traité spécifique, le traité de Rome, qui a été signé, comme son nom l'indique, à Rome en 1998 et qui est entré en vigueur en 2002. Elle a pour mandat de juger les personnes, et donc non les États, les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, du crime de génocide ou, dans des cas exceptionnels, du crime d'agression. Et aujourd'hui, elle compte 124 États membres. L'enquête sur la situation en Palestine, comme on l'appelle devant la CPI, elle ne date pas du 7 octobre. Dès 2015, lorsque la Palestine a rejoint officiellement le statut de Rome, la Palestine a demandé au procureur de l'époque, Fatou Bensouda, la procureure de l'époque, Fatou Bensouda, d'enquêter sur l'ensemble des crimes qui avaient lieu sur le territoire palestinien après le 13 juin 2014. Et donc, sur cette base, il y a eu ce qu'on appelle un examen préliminaire, c'est-à-dire un examen des conditions de compétence de la Cour. Ce dernier est parvenu à la conclusion que tous les critères définis dans le statut de Rome pour l'ouverture d'une enquête étaient remplis. Je suis convaincu qu'il existe une base raisonnable justifiant l'ouverture d'une enquête dans la situation en Palestine, en application de l'article 53.1 du statut. Et en 2021, la Chambre préliminaire a rendu une décision historique qui considérait que le procureur avait la compétence pour enquêter sur l'ensemble des crimes commis par des ressortissants palestiniens ou sur le territoire de la Palestine et qu'elle définissait à l'époque comme Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Donc sur la base de cette décision, en mars 2021, le procureur a ouvert une enquête qui inclut bien évidemment l'ensemble des actes commis le 7 octobre par des ressortissants palestiniens sur le territoire d'Israël et aussi l'ensemble des actes commis par Israël sur le territoire de la Palestine, et donc bien évidemment, y compris ceux après le 7 octobre. Pour que le procureur fasse une requête d'un mandat d'arrêt,
il a un pouvoir discrétionnaire, d'abord le procureur, c'est-à-dire qu'il peut choisir, lorsqu'il a une situation qui fait l'objet de ses enquêtes, les individus ou les crimes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Bien évidemment, il choisit sur la base d'éléments de preuve. Et donc, ce qu'il a demandé à la chambre préliminaire hier, c'est de lancer un mandat d'arrêt contre les dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre, par exemple la prise d'otages, mais aussi le meurtre et le viol de civils, notamment des civils qui étaient détenus par le Hamas et qui sont toujours détenus aujourd'hui dans la bande de Gaza, mais aussi des crimes contre l'humanité, par exemple le crime contre l'humanité d'extermination ou de meurtre. Il a aussi demandé à la chambre préliminaire de lancer un mandat d'arrêt pour crimes de guerre contre les deux responsables israéliens, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, pour le crime de guerre de meurtre, mais aussi d'imposition de la famine comme une méthode de guerre, et aussi pour le crime contre l'humanité, d'extermination et de persécution. Simplement ajouter qu'un crime de guerre, c'est une violation des conventions de Genève, tandis qu'un crime contre l'humanité signifie que les auteurs avaient la volonté de conduire des actes qui s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Donc, lorsqu'on parle de crime contre l'humanité, on parle bien d'une attaque contre la population civile. Aujourd'hui, la Chambre est saisie et donc les magistrats, en vertu de l'article 58 du statut de Rome, vont examiner la requête du procureur et l'ensemble des éléments de preuve, ou en tout cas le résumé de ces éléments de preuve, au soutien à la fois des crimes qui sont allégués, mais aussi de l'imputabilité de ces crimes aux individus qui font l'objet des mandats d'arrêt. Et donc leur travail peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Indiquer simplement que pour le cas du mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, par exemple l'année dernière, en mars 2023, les juges avaient pris 3 semaines pour effectuer ce travail. Simplement, il y avait simplement un chef d'accusation, tandis que, comme on l'a dit ici, on a non seulement 5 accusés différents, mais un nombre extrêmement important de charges, de chefs d'accusation, et donc il est possible que ça prenne quelques mois, je pense entre 2 et 3 mois. En réalité, l'article 58 du statut de Rome exige des juges qu'ils vérifient qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les crimes sont établis. Et donc, s'ils considèrent qu'effectivement le procureur a apporté suffisamment d'éléments pour établir ces crimes et la responsabilité des individus à ce standard de preuve, alors ils lanceront officiellement les mandats d'arrêt et ces personnes seront officiellement accusées devant la Cour pénale internationale. Alors d'abord, une conséquence juridique très claire, c'est que ces personnes seront officiellement recherchées par la Cour pénale internationale pour les crimes qui leur sont reprochés. Ça déclenchera aussi l'obligation juridique pour 124 États membres de la Cour pénale internationale d'arrêter les individus qui font l'objet de ces mandats d'arrêt. Ensuite, de manière symbolique, c'est extrêmement important puisque on ne pourra plus considérer que ces personnes s'inscrivent dans un combat qui serait légitime et qui justifierait absolument tous les crimes. La Cour aura lancé officiellement un mandat d'arrêt pour ces crimes. Et donc, ça signifiera d'une certaine manière que ces individus, à la fois du côté israélien et du côté du Hamas, eh bien, sont recherchés pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et ils seront, d'une certaine manière, stigmatisés sur la scène politique, à la fois nationale en Israël et internationale, parce que, d'une certaine manière, il sera difficile pour les alliés des partis au conflit, à la fois du Hamas et des dirigeants israéliens, eh bien de continuer à les soutenir de manière inconditionnelle en sachant qu'ils font l'objet d'accusations extrêmement sérieuses devant la Cour pénale internationale. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice,
What's happening is not genocide. Ce qu'exige le statut de Rome, c'est non seulement que les États coopèrent avec la Cour pour mettre en œuvre les décisions de la Cour, y compris le mandat d'arrêt, c'est-à-dire d'arrêter les personnes, mais bien au-delà, qu'elle coopère dans toute sa dimension. Et donc, ça veut dire soutenir les enquêtes du procureur de manière financière, mais aussi technique, en lui donnant, par exemple, accès à certains renseignements qui sont collectés par les États, mais aussi, effectivement, d'exercer des pressions politiques, diplomatiques, économiques sur les parties au conflit, d'abord pour qu'ils cessent les crimes, et ça, c'est l'effet préventif du mandat d'arrêt, mais aussi pour les forcer d'une certaine manière, de manière politique, les isoler davantage sur la scène internationale pour assurer d'une certaine manière leur arrestation. Et donc ça passe bien évidemment par des sanctions économiques, des sanctions politiques, mais qu'on appelle déjà de nos vœux depuis que la Cour internationale de justice a reconnu le risque de génocide le 26 janvier 2024. Malgré les récentes critiques contre Netanyahou, dont on parle souvent avec vous, Mathieu, on ne touche pas à l'allié israélien. Oui, un peu comme si les États-Unis étaient les seuls autorisés à critiquer la politique d'Israël, un peu comme si, en famille, on pouvait critiquer la famille sans pour autant supporter qu'un élément extérieur se permette le moindre commentaire. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI, on vient de le voir. D'abord parce qu'il faut bien le reconnaître, il y a une idée persistante ici, selon laquelle les institutions américaines suffisent largement à l'Amérique. Le fait que Israël, les États-Unis ou d'autres États d'ailleurs, la Russie, ne reconnaissent pas la Cour, ou en tout cas n'en font pas partie comme État partie, ça n'a pas d'incidence. Parce que comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est l'endroit où a eu lieu les crimes, et donc le territoire palestinien, ou la nationalité des auteurs présumés, et donc en l'espèce aussi la Palestine. Et donc c'est la même chose en réalité que ce qui s'est passé pour les crimes commis en Ukraine. La Russie n'est pas un État partie à la CPI, ce qui n'a pas empêché le procureur de la Cour pénale internationale de lancer un mandat d'arrêt contre des ressortissants russes, notamment contre le président Vladimir Poutine, et qui, à l'époque d'ailleurs, ces mandats d'arrêt avaient été salués, par exemple, par le gouvernement américain. Donc il est un peu paradoxal, pour ne pas dire hypocrite, qu'aujourd'hui, le gouvernement américain et l'administration Biden s'offusquent du fait que la Cour pénale internationale puisse poursuivre les ressortissants d'États qui ne sont pas partis au statut de Rome. Il n'y a pas que la Cour internationale de justice qui est saisie par l'Afrique du Sud d'une demande en vue de reconnaître la violation par Israël de la Convention sur le crime de génocide et la Cour pénale internationale sont deux juridictions totalement distinctes et indépendantes. Donc il n'y a pas d'interaction juridique, si j'ose dire, entre les deux. Après, ça s'inscrit dans une démarche de qualification des crimes qui ont lieu en ce moment dans la bande de Gaza. Et par exemple, lorsqu'on regarde la requête du procureur de la Cour pénale internationale qui vise à délivrer des mandats d'arrêt, on voit qu'il y a, comme je l'ai dit, le crime contre l'humanité de persécution et d'extermination. Et donc, quand on regarde les éléments de ces crimes, notamment celui de persécution, on voit qu'on n'est pas loin, dans une certaine manière, de l'intention génocidaire que certains reprochent à certains dirigeants israéliens. Et donc, c'est un travail qui continue. Et le procureur de la Cour pénale internationale l'a indiqué clairement. Les enquêtes ne sont pas terminées, elles se poursuivent. Et elles se poursuivent également pour voir s'il y a possibilité d'imputer aux individus qui sont suspectés par la Cour pénale internationale d'autres crimes que ceux qui leur sont reprochés aujourd'hui. Et donc, s'il y a des éléments de preuve suffisants qui laissent penser qu'il y a une intention génocidaire de la part des responsables israéliens ou des responsables du Hamas, eh bien, je ne doute pas que le procureur pourra amender les charges dans le mandat d'arrêt et du coup, effectivement, poursuivre les responsables israéliens ou les responsables du Hamas pour le crime de génocide. Indiquer simplement que ça n'est pas parce que une juridiction n'a pas encore conclu à l'existence d'un génocide que ça ne veut pas dire qu'un génocide est en cours, n'est pas en cours. Et plusieurs raisons pour cela. La première, c'est que
il y a tout un tas de conflits armés dans le monde qui ne sont pas renvoyés devant les juridictions pénales internationales pour des raisons politiques, par exemple pour le blocage du Conseil de sécurité, où chaque État membre permanent a un veto et donc peut empêcher, par exemple, que les crimes commis aujourd'hui en Syrie ou en Birmanie fassent l'objet d'un traitement judiciaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il est très difficile de distinguer en fait et en droit un crime contre l'humanité, par exemple celui d'extermination ou de persécution, d'un génocide. Et qu'il est aussi extrêmement difficile de savoir précisément quand est-ce que commence un génocide. Pour avoir travaillé au Rwanda, je peux vous dire qu'il est très délicat de savoir exactement quand est-ce que le crime de génocide a débuté et quand est-ce que les actes préparatoires, notamment la campagne de déshumanisation qui précède systématiquement le crime de génocide, eh bien, débutent. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. C'est d'abord une analyse par des centaines, voire des milliers de juristes spécialisés dans le droit international, et notamment les juges de la Cour pénale internationale qui ont estimé que le risque de génocide à Gaza était plausible. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une analyse par des juristes internationaux. C'était aussi la conclusion de nombreuses organisations non gouvernementales. Je pense par exemple au Lemkin Institute qui est spécialisé en la matière, mais également, beaucoup plus près de nous, la Fédération internationale des droits de l'homme qui a conclu qu'il y avait un génocide en cours aujourd'hui dans la bande de Gaza. Mais à titre personnel, lorsqu'on voit la teneur des discours de certains responsables israéliens et les actes qui sont commis aujourd'hui par Israël dans la bande de Gaza, notamment la privation de nourriture, d'eau, de médicaments à une population dans son ensemble, eh bien, on peut considérer que ça constitue des conditions de vie qui sont inhumaines et qui constituent donc un acte possiblement de génocide à partir du moment où ces actes sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe en raison de son ethnie, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Et donc voilà, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui disponibles dans le débat public et qui vont donner lieu à un débat à la fois juridique, politique, académique, mais en tout cas, ça n'est plus un mot tabou et il faut réellement qu'on se pose la question de savoir s'il y a aujourd'hui un génocide ou non dans la bande de Gaza, et en tout état de cause, le risque de génocide est établi et il exige des États qu'ils prennent des mesures pour le prévenir, et c'est ce à quoi appelle l'ensemble des juristes de la communauté internationale aujourd'hui, notamment en exigeant un cessez-le-feu.